J'ai passé des années à étudier l'ingénierie des voitures japonaises et à parler avec des mécaniciens de Toyota et Honda qui considèrent qu'un moteur qui dépense en trop est un moteur qui est en train de souffrir. Pour cela, nous allons décomposer les 20 secrets de cette sagesse. Nous allons passer d'être de simples conducteurs à nous convertir en maîtres de l'économie de combustible. Mais fais attention, parce qu'une fois que tu comprendras la physique du truc numéro 20, jamais tu ne retourneras allumer ta voiture de la même manière. Et cela est seulement le commencement, parce que ce que tu apprendras au poste numéro 11 changera ta perception sur ce que ton moteur réellement nécessite pour respirer. Le démarrage Kizuna et le mythe du chauffage. Durant des décennies, nous ont enseigné que pour soigner un moteur, nous devons l'allumer et le laisser reposer 10 ou 15 minutes avant de sortir, spécialement dans les matins froids. Il faut laisser que l'huile monte, disent-ils. Au Japon, les ingénieurs se rétrabèrent de cette habitude. La technique Kizuna, qui signifie connexion, établit que le meilleur chauffage pour un moteur moderne d'injection électronique arrive en mouvement, non en ralenti. La physique est contondante. Un moteur en ralenti tarde 3 fois plus à atteindre sa température optimale d'opération qu'un moteur qui est en train de travailler sous une charge légère. Quand tu laisses la voiture allumée sans te mouvoir, la combustion est incomplète due au fait que l'ordinateur enrichit le mélange en excès. Cette essence restante non seulement se gaspille, sinon qu'elle lave les parois des cylindres, éliminant la pellicule protectrice d'huile et contaminant le carter. Les premiers 60 secondes sont critiques, oui, mais seulement pour assurer que la pression d'huile soit stable. Après 1 minute, le conducteur japonais initie la marche de forme douce. Au te mouvoir, non seulement tu chauffes le moteur, sinon aussi la transmission, les différentiels et les roulements des roues. Quelque chose que le ralenti jamais pourra faire. La technique de l'œuf sous la pédale. La psychologie appliquée à la conduite est l'une des armes les plus puissantes des Japonais. Dans les écoles de conduite de Osaka, on enseigne une métaphore visuelle infaillible. Imagine qu'il y a un œuf cru entre ta chaussure et la pédale de l'accélérateur. Ton objectif est de mouvoir le véhicule sans rompre la coquille. Ceci n'est pas seulement un conseil de douceur. C'est une leçon sur l'efficience volumétrique et le contrôle du papillon d'admission. Chaque fois que tu presses l'accélérateur de forme brusque, l'ordinateur de ta voiture détecte une demande de charge immédiate et entre dans un mode appelé « enrichissement par accélération ». Dans cet état, la relation air-combustible devient riche, injectant jusqu'à un 30% plus d'essence de celle que le moteur réellement peut brûler de forme efficiente. Le maître de l'économie japonais ne presse pas la pédale. Il la caresse de forme progressive. La physique nous dit que l'inertie est le plus grand ennemi de l'économie. Vaincre l'état de repos d'1,5 tonne de métal nécessite une quantité massive d'énergie. Si tu appliques cette énergie de coup, une grande partie se perd sous forme de chaleur et friction. Au accélérer graduellement, tu permets que la transmission monte de marche au point de moindre stress, maintenant les révolutions dans la zone de plus grand couple et moindre consommation. Le ralenti est le tueur silencieux. Il existe une règle d'or dans le trafic de Tokyo, la règle des 5 secondes. Si tu vas être arrêté pour plus de 5 secondes et tu n'as pas un système start-stop automatique, il est plus efficient d'éteindre le moteur et de retourner l'allumer que de le laisser fonctionnant. Beaucoup de conducteurs occidentaux craignent que démarrer le moteur consomme plus ou que cela endommage le moteur de démarrage. La réalité technique, approuvée par des mécaniciens de haut niveau, est que le combustible nécessaire pour un démarrage en chaud est équivalent à peine 1 ou 2 secondes de ralenti. Être arrêté à un feu de signalisation long, dans un embouteillage ou attendant quelqu'un avec le moteur allumé est la forme la plus pure d'inefficience. Un moteur moyen de 2 litres consomme approximativement 1 litre de combustible par heure seulement pour se maintenir tournant. Dans une ville congestionnée, il est facile d'accumuler 30 minutes de ralenti par jour. Cela sont 15 litres au mois gaspillés en rien. De plus, le ralenti est l'état le plus sale pour un moteur. La basse température de combustion fomente l'accumulation de carbone dans les soupapes et salit le capteur d'oxygène. Aérodynamique de guérilla urbaine. À des vitesses de ville, moins de 60 km/h, baisser les vitres est la forme la plus intelligente de se rafraîchir. Cependant, au moment dans lequel tu traverses la barrière des 80 km/h, la physique des fluides change les règles du jeu. À haute vitesse, les vitres ouvertes créent un effet de parachute à l'intérieur de l'habitacle, rompant le flux laminaire de l'air et augmentant drastiquement le coefficient de traînée, CD.
Dans ce scénario, l'effort extra que doit faire le moteur pour vaincre cette résistance aérodynamique consomme beaucoup plus d'essence que le fonctionnement du compresseur de l'air conditionné. Le truc de guérilla japonais consiste à comprendre ce seuil. À haute vitesse, monte les vitres et utilise l'air conditionné dans un mode modéré. La voiture se glissera par l'air avec l'efficience d'une flèche. Mais il y a un secret additionnel. Beaucoup de conducteurs utilisent l'air conditionné en mode air extérieur, ce qui oblige le système à refroidir l'air chaud constamment. L'expert japonais utilise la recirculation. Au refroidir l'air qui est déjà froid à l'intérieur de la cabine, le compresseur travaille moins de temps, s'accouple et se désaccouple avec plus de fréquence et réduit la charge sur l'alternateur. C'est un jeu d'équilibre entre thermodynamique et aérodynamique. Le gonflage Kizuna, pression par température. Un pneu avec une pression basse dans temps seulement 5 livres peut augmenter la consommation de combustible dans un 4%. La physique est simple, basse pression signifie une plus grande empreinte de contact et une plus grande déformation de la bande de roulement au tourné. Ceci génère une résistance au roulement massive. C'est comme essayer de pédaler une bicyclette avec les pneus dégonflés dans la boue. Le truc japonais Kizuna de gonflage ne se limite pas à suivre la plaque de la porte, sinon à comprendre la relation entre pression et température. La majorité des gens mesurent la pression quand les pneus sont chauds après avoir conduit des kilomètres. Ceci donne une lecture fausse. L'expert japonais mesure la pression en froid avant de sortir de la maison et a l'habitude de gonfler 2 ou 3 livres au-dessus de la recommandation minimale du fabricant sans excéder jamais le maximum du pneu. Ce petit incrément réduit la flexion du flanc du pneu, diminue la chaleur générée et permet que le véhicule roule avec beaucoup plus d'inertie. Le syndrome du coffre plein. La deuxième loi de Newton dit que la force est égale à la masse par l'accélération. En termes d'essence, ceci signifie que plus de masse à ta voiture, plus de force doit exercer le moteur pour la mouvoir. Au Japon, où l'espace est un luxe, porter des objets inutiles dans la voiture se considère un péché d'inefficience. Chaque 45 kg de poids extra augmente la consommation de combustible dans un 1 ou 2%. Cela semble peu, mais pense à ce que tu portes dans le coffre. Cette boîte à outils que jamais tu n'utilises, la poussette du bébé qui déjà marche, ou ces liquides de nettoyage. C'est du poids mort que ton moteur doit accélérer et freiner des milliers de fois dans chaque trajet urbain. De plus, le poids extra affecte la suspension et augmente la distance de freinage. Les hypermillers japonais pratiquent le minimalisme mécanique, seulement ils portent l'essentiel. Vider ton coffre de poubelle est comme recevoir un escompte immédiat dans chaque litre d'essence que tu achètes. C'est l'une des formes les plus faciles et rapides d'améliorer le rendement sans toucher un seul boulon du moteur. Dans la culture japonaise, existe le concept de KonMari appliqué même aux espaces mécaniques. Il ne s'agit pas seulement d'ordre, il s'agit de réduire la charge parasite. La physique nous explique que la résistance au roulement est directement proportionnelle au poids qui gravite sur les essieux. Quand tu portes 50 kg d'objets oubliés dans le coffre, tu es en train d'altérer le centre de gravité et la distribution de poids du véhicule. Ceci provoque que, dans chaque courbe, les pneus souffrent une déformation latérale plus grande, dissipant l'énergie sous forme de chaleur au lieu de mouvement. Un coffre surchargé génère ce que les ingénieurs appellent inertie rotationnelle négative dans les ascensions. Le moteur non seulement doit lutter contre la gravité pour élever la masse de la voiture, sinon qu'il doit injecter un excédent d'essence pour compenser l'enfoncement de la suspension arrière, qui empire l'aérodynamique ou élever légèrement le nez du véhicule. Huile de viscosité zéro. La vieille école de la mécanique disait « Utilise de l'huile épaisse pour protéger le moteur ». Dans l'ingénierie japonaise contemporaine, cette idée est obsolète. Toyota et Honda sont en train de mener la révolution des huiles de viscosité ultra basse, comme le 0BV8 ou le 0BV16. La physique derrière ceci est la réduction de la perte par pompage et la friction fluide. Une huile épaisse offre une résistance au mouvement des pistons et nécessite plus d'énergie de la pompe d'huile pour circuler par les canaux étroits du bloc. L'usage de ces huiles fines permet que le moteur tourne avec une liberté étonnante, spécialement durant les démarrages en froid, qui est quand le plus de combustible se dépense. Ces lubrifiants sont chargés avec des additifs de polymères avancés qui protègent le métal même avec des couches microscopiquement minces.
Passer d'une huile 10W40 à une 0W20, si ton moteur le permet, peut améliorer l'économie de combustible dans un 3% de forme immédiate. C'est comme si le moteur cessait de courir sous l'eau et commençait à courir dans l'air. Cela dit, ceci seulement fonctionne dans des moteurs dessinés avec des tolérances modernes. Cependant, il n'importe pas combien bonne soit ton huile si le cerveau qui contrôle le mélange est aveugle. Beaucoup de mécaniciens de la vieille école en Occident encore regardent avec méfiance un bidon d'huile. Ils disent qu'elle semble de l'eau et qu'elle ne protégera pas le moteur. Mais dans les laboratoires d'ingénierie de Shizuoka, la mentalité est distincte. La friction fluide est l'un des plus grands voleurs d'énergie. Imagine que tu essaies de courir à l'intérieur d'une piscine remplie de miel. Cela est l'effort que fait ton moteur avec une huile épaisse. Maintenant, imagine courir dans de l'eau pure. Cela est la liberté qu'octroie la viscosité zéro. La science derrière ceci est le cisaillement moléculaire. Les huiles modernes avec des degrés de viscosité ultra bas sont dessinées avec des polymères de chaîne longue qui deviennent plats sous pression extrême, permettant que les pièces métalliques se glissent avec une résistance presque inexistante. Ceci réduit les pertes par pompage. L'énergie que le moteur dépense simplement pour mouvoir le lubrifiant depuis le carter jusqu'à la culasse. Le capteur d'oxygène, le cerveau de l'économie. Le capteur d'oxygène ou sonde lambda est le composant qui dit à l'ordinateur si le mélange est en train d'être riche ou pauvre. Il est le responsable de réaliser des ajustements en temps réel des milliers de fois par minute. Le problème est que ces capteurs vivent dans l'ambiance la plus hostile de la voiture, le flux de gaz d'échappement brûlant. Avec le temps, ils se couvrent de suie et de dépôts de soufre, ce qui les rend lents. Un capteur lent n'envoie pas de signaux précis, ce qui fait que l'ordinateur injecte plus d'essence que la nécessaire par précaution. Un capteur d'oxygène en mauvais état peut augmenter la consommation de combustible dans un 20% sans même allumer la lumière de check engine. Au Japon, les conducteurs préventifs n'attendent pas à ce que le capteur échoue. Ils le nettoient ou le remplacent chaque 100 000 km. Un nettoyage avec un solvant spécifique peut éliminer la contamination et retourner la vue à l'ordinateur. C'est la différence entre tirer à l'aveugle et avoir une mire télescopique de précision. Au optimiser la stoichiométrie de la combustion, tu t'assures que chaque molécule de combustible soit mise à profit au maximum. Le capteur d'oxygène, ou sonde lambda, est le vigile constant de la relation stéchiométrique. Dans un monde idéal, le moteur mélange 14,7 parties d'air pour une d'essence. Mais dans la réalité, le capteur se salit avec des dépôts de silicium et carbone. Un capteur paresseux n'envoie pas un signal d'erreur immédiat à l'ordinateur, mais commence à osciller plus lent. Au lieu d'ajuster le mélange chaque milliseconde, il le fait chaque 10. Ce retard est là où se perd l'économie. Les Japonais pratiquent le nettoyage préventif de ce composant utilisant l'ultrason ou des solvants diélectriques. Un capteur propre permet que l'ECU, unité de contrôle du moteur, opère dans un mode appelé lacet fermé de forme beaucoup plus agressive, découpant le flux de combustible au minimum nécessaire pour maintenir la combustion sans sacrifier le couple. Navigation prédictive et vision de tunnel. Le frein est, physiquement parlant, un dispositif qui convertit l'essence que tu as déjà payée en chaleur inutile à travers la friction. Chaque fois que tu freines inutilement, tu es en train de gaspiller l'énergie cinétique que le moteur a générée avec tant d'efforts. Le conducteur japonais pratique la navigation prédictive. Son regard n'est pas sur la voiture de devant, sinon 3 ou 4 voitures plus au-delà. S'il voit un feu de signalisation en rouge à 500 mètres, il cesse d'accélérer immédiatement et permet que la voiture roule par inertie. Ceci s'appelle combustible de coupure par inertie, Deceleration Fuel Cutoff. Dans la majorité des voitures modernes, si tu lâches l'accélérateur pendant que la voiture est en marche, les injecteurs s'éteignent complètement. Le moteur continue de tourner par le mouvement des roues, consommant zéro combustible. Au arriver au feu, souvent celui-ci change au vert avant qu'ils aient eu à s'arrêter complètement, évitant d'avoir à vaincre de nouveau l'inertie depuis zéro. C'est un art de fluidité qui nécessite patience et vision. Ne pas toucher le frein est le signal maximum d'un conducteur efficient. La navigation prédictive est l'art de la gestion de l'énergie cinétique. Dans la physique, l'énergie ne se crée ni ne se détruit, seulement se transforme. Quand tu accélères, tu transformes l'essence en mouvement. Quand tu freines, tu transformes ce mouvement en chaleur inutile dans les plaquettes de frein. Le conducteur japonais voit le trafic comme un courant d'eau.
Jamais il n'essaie de lutter contre le courant, sinon qu'il se glisse par lui. Au appliquer la vision de tunnel prédictive, tu cherches l'espace vide. Si tu détectes qu'à 300 mètres, il y a un groupe de voitures s'entassant, tu cesses d'accélérer immédiatement. Tu entres dans le mode de coupure de combustible par décélération, DFCO. Dans cet état, les roues meuvent le moteur et l'ordinateur éteint les injecteurs complètement. Tu es en train d'avancer à 80 km/h avec une consommation littérale de zéro. Filtre d'air, de haut flux vise, filtre de papier. Un moteur est en essence une grande pompe d'air. Pour brûler de l'essence, il nécessite une quantité exacte d'oxygène. Si ton filtre d'air est sale ou est de mauvaise qualité, le moteur doit réaliser un effort extra de succion pour obtenir l'air qu'il nécessite. Ceci se connaît comme chute de pression. Quand le filtre est obstrué, l'ordinateur compense le manque d'air ajustant le mélange de formes inefficientes, ce qui augmente la consommation. Au Japon, on valorise l'usage de filtres de haute efficience. Beaucoup d'enthousiastes optent pour des filtres de haut flux qui permettent un passage d'air plus libre sans compromettre la filtration de particules. Cependant, même avec un filtre de papier standard, le secret est la fréquence de changement. N'attends pas à ce que le filtre soit noir, change-le quand il commence à perdre sa couleur originale. Un moteur qui respire librement est un moteur qui n'a pas à travailler de plus. C'est la base de toute la pyramide d'efficience que nous avons construite jusqu'à présent. Imagine essayer de courir un marathon respirant à travers un paille. Cela est exactement ce que fait ton moteur avec un filtre d'air bon marché ou saturé. L'efficience volumétrique est la capacité du moteur pour remplir ses cylindres avec de l'air frais. Si le filtre offre une résistance, se crée un vide partiel dans le collecteur d'admission, ce qui oblige le piston à faire un effort extra dans sa course de descente. Cet effort se paie avec de l'essence. Au Japon, on comprend que l'air est le combustible invisible. Les filtres de haute efficience ou de haut flux réduisent la turbulence à l'entrée du corps d'accélération. Un flux d'air laminaire, sans remous, permet que le capteur MAF, flux de masse d'air, lise avec une précision millimétrique combien d'oxygène est en train d'entrer. Ceci évite que l'ordinateur injecte du combustible au cas où, une pratique commune dans des configurations avec des filtres restrictifs. De plus, un air plus froid et dense réussi moyennant une meilleure respiration permet une avance d'allumage plus optimisée. Au changer ton filtre d'air chaque 6 mois, tu n'es pas en train de faire de la maintenance, tu es en train d'acheter de la puissance gratuite et de l'efficience pure. Avec le moteur respirant comme un athlète olympique, nous sommes prêts pour entrer au moment où nous révélerons la technique légendaire qui a permis aux conducteurs japonais d'humilier les consommations officielles d'usine. La technique du Pulse and Glide, pulsation et planée. Ceci est le joyau de la couronne des conducteurs de Prius au Japon, mais ce que peu savent est que cela peut s'appliquer à n'importe quel véhicule de combustion interne. La physique derrière le Pulse and Glide se base sur la carte de consommation spécifique de combustible au frein BSFC. Les moteurs d'essence sont terriblement inefficients quand ils fonctionnent avec le papillon de l'accélérateur à peine ouvert, charge basse, puisqu'ils souffrent de grandes pertes par pompage. Cependant, ils atteignent leur efficience thermodynamique maximale quand ils opèrent à un 70 ou 80% de leur charge. La technique consiste en ce qui suit. Au lieu de maintenir une vitesse constante de 60 km/h avec le pied à peine frôlant la pédale, un état de basse efficience, tu réalises une pulsation accélérant avec décision, approximativement au 75% de l'accélérateur, jusqu'à atteindre les 75 km/h. Dans ce point maximum d'efficience, tu lâches la pédale complètement ou tu mets la voiture en point mort, si les conditions de sécurité et la transmission le permettent, pour initier le plané ou glide. Durant le plané, le moteur consomme le minimum, ou rien si le moteur s'éteint dans les hybrides, pendant que la voiture roule par inertie jusqu'à descendre aux 55 km/h. La moyenne de vitesse continue d'être de 65 km/h, mais tu as passé la moitié du temps avec le moteur éteint ou au ralenti et l'autre moitié dans sa zone de maximale efficience. Ce cycle profite de l'énergie cinétique d'une manière qu'un croiseur de vitesse constante jamais pourrait égaler. C'est une technique qui nécessite de la pratique pour ne pas rompre le flux du trafic, mais en termes de physique pure, c'est la forme la plus effective de doubler le rendement de combustible. Si tu maîtrises cette pulsation, tu seras en train d'envoyer de l'énergie aux roues seulement quand le moteur est dans son meilleur moment.
Nous arrivons à la technique qui sépare les amateurs des maîtres de l'économie, le Pulse and Glide. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne, nous devons regarder la carte d'efficience thermique d'un moteur de combustion. Un moteur est plus efficient quand le papillon de l'accélérateur est ouvert presque complètement, éliminant les pertes par pompage. Le problème est que si tu laisses l'accélérateur à fond, tu finis par percuter la voiture de devant. Le Pulse and Glide résout ce dilemme. La pulsation consiste en une accélération ferme et décidée, non violente, mais constante, pour porter le moteur à sa zone de maximale efficience, aux alentours du 70% de sa charge. Une fois que tu atteins la vitesse désirée, tu lâches l'accélérateur complètement. Tu entres dans le glide, ou planer. Dans ce point, la voiture se meut par pure inertie, profitant de la masse que tant nous a coûté d'accélérer. Synchronisation de feux de signalisation, la danse de la ville. Dans l'ingénierie de transport, on sait que arrêter un véhicule de 1500 kg et le retourner mettre en marche consomme plus d'énergie que de le maintenir roulant à 20 km/h durant 3 km. Les Japonais appellent ceci la danse de la ville. Le truc consiste en la préservation absolue de l'énergie cinétique. Un conducteur expert jamais ne regarde le feu de signalisation qu'il a en face, il regarde celui qui est à 3 pâtés de maison de distance. Si tu vois que le feu au loin est en rouge, le pire que tu puisses faire est de maintenir la vitesse pour ensuite freiner. La technique consiste à ajuster ta vitesse de manière prédictive. Si tu sais que le feu changera au vert dans 10 secondes, réduis ta vitesse graduellement moyennant le frein moteur bien avant d'arriver. L'objectif est d'atteindre l'intersection juste quand le feu change, maintenant au moins un minimum de mouvement dans les roues. Vaincre la friction statique, mettre la voiture en marche depuis zéro, nécessite un pic d'injection de combustible massif. Si tu réussis à ce que la voiture jamais ne s'arrête complètement, ce pic disparaît. Dans des villes comme Tokyo ou Kyoto, les conducteurs calculent les temps des feux avec une précision étonnante. C'est une bataille contre l'inertie. Chaque fois que tu touches le frein en ville, tu es en train d'admettre que tu as échoué dans ta prédiction, et tu es en train de convertir l'essence en chaleur gaspillée dans les disques de frein. Dans les artères de Tokyo, les conducteurs ne voient pas le trafic comme un obstacle, sinon comme un fluide en mouvement. La technique de l'onde verte se base sur la compréhension de la friction statique. Mettre en mouvement une masse de 1500 kg depuis zéro nécessite une quantité d'énergie jusqu'à 4 fois supérieure à la nécessaire pour la maintenir roulant à 20 km/h. Quand tu t'arrêtes complètement, tu es en train de gaspiller toute l'énergie cinétique que tu as déjà payée avec de l'essence. La science de la synchronisation implique une lecture périphérique de l'entourage. Si le feu à 200 mètres est en rouge, le conducteur japonais calcule son temps d'arrivée pour que, au atteindre la ligne, le feu déjà ait changé au vert et la voiture de devant déjà soit en mouvement. Ceci se réussit moyennant l'ajustement de la vitesse de croisière résiduelle. Pour éviter la détention totale, tu maintiens l'inertie dans les composants de la transmission et les roulements. Numéro 8, l'usage d'additifs de molybdène. Le Japon est le leader mondial dans la science des lubrifiants et son secret le mieux gardé pour l'économie est le disulfure de molybdène. Au niveau moléculaire, le molybdène agit d'une manière fascinante. Ces molécules sont des plaques planes qui se glissent les unes sur les autres avec une friction presque nulle. Quand tu ajoutes un additif de molybdène de haute qualité à l'huile de ton moteur, ces plaques s'adhèrent aux surfaces métalliques des cylindres et des pistons, créant une couche de sacrifice. La physique de ceci est simple, tu es en train de réduire la friction parasite. Un moteur conventionnel dépense approximativement le 15% de son énergie interne seulement pour vaincre sa propre friction. Au convertir les surfaces internes en quelque chose de si glissant comme la glace sur la glace, cette énergie se libère pour mouvoir les roues. Les mécaniciens japonais ont démontré que l'usage constant de molybdène non seulement réduit le bruit du moteur, sinon qu'il baisse la température d'opération et améliore la consommation dans un rang d'entre le 3 et le 5%. C'est une économie passive qui travaille pour toi dans chaque révolution du vilebrequin. Pour comprendre l'impact du disulfure de molybdène, nous devons regarder le métal sous un microscope électronique. Par très poli que semble un cylindre, sa surface est pleine de pics et vallées appelées aspérités. Quand le piston monte et descend, ces aspérités s'entrechoquent, générant de la chaleur et de la résistance. Le molybdène japonais a une structure moléculaire de lamelles hexagonales qui se glissent les unes sur les autres comme un jeu de cartes mouillées. Ces lamelles se déposent dans les vallées du métal, créant une surface virtuellement plane au niveau atomique.
Ceci réduit le coefficient de friction d'un moteur conventionnel dans un range jusqu'au 30% dans les zones de contact critiques. Gestion de charges électriques et l'alternateur. Beaucoup de gens croient que l'électricité dans la voiture est gratuite parce qu'elle vient de la batterie. Erreur fatale. Toute l'énergie électrique de ton véhicule provient de l'alternateur, lequel est mu par le moteur moyennant une courroie. Par la loi de Faraday, plus il y a de demandes électriques, feux de route, air conditionné au maximum, chargeur de mobile, système d'audio puissant, plus fort est le champ magnétique à l'intérieur de l'alternateur et plus lourd il devient pour le moteur de le faire tourner. Un alternateur sous charge maximale peut voler au moteur jusqu'à 5 ou 6 chevaux de force. Au Japon, les conducteurs conscients de l'efficience pratiquent une gestion stricte de la charge. Ils n'allument pas les feux anti-brouillard s'il n'y a pas de brouillard, ils n'utilisent pas le dégivreur thermique arrière plus que le strictement nécessaire et évitent de charger de multiples dispositifs électroniques simultanément. Chaque watt de puissance électrique se traduit directement en millilitres d'essence brûlée. Au réduire la charge électrique, tu permets que l'alternateur tourne librement, réduisant la charge parasite sur le moteur. C'est une économie invisible mais constante. Beaucoup de gens ignorent la loi de conservation de l'énergie à l'intérieur de leur propre voiture. L'alternateur ne tourne pas par magie, c'est un générateur électromagnétique accouplé au vilebrequin. Quand tu allumes les feux de route, le dégivreur thermique et charge deux téléphones. Tu es en train d'augmenter la demande d'ampérage. Selon la loi de Lenz, l'alternateur oppose une résistance magnétique proportionnelle au courant qui lui est extrait. En termes pratiques, l'alternateur devient plus lourd à tourner. Le mythe de l'octane, premium vice régulier. Ceci est le truc que les pétrolières détestent. Il existe la croyance généralisée que l'essence premium ou de haut octane a plus d'énergie et fera que ton voiture rende plus. La réalité physique est que l'octane est simplement une mesure de la résistance à la détonation. Si ta voiture a été dessinée par des ingénieurs japonais pour fonctionner avec de l'essence régulière, 95 octanes ou moins, lui mettre de l'essence de haut octane est, littéralement, jeter des billets par l'échappement. L'essence de haut octane ne brûle pas avec plus de force. De fait, elle brûle un peu plus lentement pour éviter le cliquetis. Si ton moteur n'a pas une relation de compression haute qui nécessite cet octane, tu n'obtiendras ni un seul kilomètre extra de rendement. L'économie réelle vient d'utiliser exactement l'octane que demande le manuel. Utiliser un octane supérieur ne nettoie pas le moteur ni ne lui donne plus de puissance, c'est un placebo coûteux. Le conducteur sage économise ce surprix et l'investit dans une maintenance de qualité. Si tu mets de l'essence premium dans un moteur dessiné pour régulier, la combustion est en réalité moins efficiente. Ceci arrive parce que le combustible de haut octane a une vitesse de propagation de flamme légèrement plus lente pour contrôler la pression. Dans un moteur normal, ceci peut résulter en ce que la combustion se termine trop tard dans la course du piston, gaspillant de l'énergie sous forme de chaleur résiduelle qui sort par l'échappement. Bougie d'iridium de grade japonais. Une combustion incomplète est de l'essence gaspillée qui sort par l'échappement sous forme d'hydrocarbures non brûlés. Au Japon, on considère que la bougie est le cœur de l'efficience. Les bougies d'iridium de haute qualité, comme celles fabriquées par NGK ou Denso, ont une électrode centrale extrêmement fine, parfois de seulement 0,4 mm. La physique de ceci s'appelle densité de champ électrique. Une électrode plus fine nécessite moins de voltage pour faire sauter l'étincelle et crée un noyau de flamme beaucoup plus concentré et puissant. Ceci assure que le mélange d'air et d'essence se brûle de forme presque instantanée et complète. Pour améliorer l'efficience de l'ignition, le moteur produit plus de couple avec la même quantité de combustible. Beaucoup de conducteurs notent une amélioration immédiate dans la consommation et dans la douceur du ralenti au changer leurs bougies vieilles par des bougies d'iridium authentiques. Le réglage du capteur de position de l'accélérateur, TPS. Le capteur de position de l'accélérateur, TPS, est celui qui dit à l'ordinateur combien tu es en train de presser la pédale. Avec le temps, ces capteurs peuvent se décalibrer ou envoyer des signaux de bruit qui font que l'ordinateur injecte plus de combustible que le nécessaire par précaution. Le truc japonais de précision consiste à ajuster ou nettoyer ce capteur pour que le signal soit linéaire et parfait. Dans certains véhicules plus anciens, il est possible d'ajuster physiquement le capteur pour que l'ordinateur détecte une ouverture de papillon légèrement moindre, ce qui tend à appauvrir le mélange dans des conditions de croisière, le fameux lean burn.
Ceci doit se faire avec connaissance technique, mais le résultat est un ordinateur qui ne s'effraie pas et qui maintient les injecteurs ouverts le temps minimum indispensable. C'est un ajustement fin que les mécaniciens de précision au Japon réalisent pour optimiser la consommation dans des flottes de livraison. Le capteur TPS est l'interprète entre ton intention et l'action du moteur. En termes de théorie de contrôle, ce potentiomètre envoie un signal de voltage que l'ECU utilise pour calculer l'enrichissement transitoire. Si le capteur a une légère déviation par usure dans sa piste de carbone, il peut envoyer un signal d'accélération quand en réalité seulement tu maintiens une pression constante. Ceci provoque que les injecteurs se maintiennent dans un cycle de travail inutilement haut. Décarbonation interne avec hydrogène. Le carbone accumulé dans les chambres de combustion agit comme une éponge qui absorbe l'essence et ruine l'efficience du mélange. De plus, il réduit le volume de la chambre de combustion, provoquant des prédétonations qui obligent l'ordinateur à retarder le temps d'allumage, ce qui vole de la puissance. La technique japonaise de décarbonation par hydrogène consiste à introduire du gaz HHO dans l'admission pendant que le moteur est en marche. L'hydrogène augmente la température de la flamme localement et désintègre les dépôts de carbone moyennant une réaction chimique, les expulsant par l'échappement sous forme de gaz. C'est comme lui faire un nettoyage d'artères au moteur. Pour récupérer le volume original de la chambre et nettoyer les sièges des soupapes, la compression retourne à ses niveaux d'usine. Le moteur récupère son efficience thermodynamique originale et la consommation baisse instantanément. C'est une procédure de 30 minutes qui rend la jeunesse à n'importe quel moteur avec plus de 100 000 km. L'accumulation de carbone est une barrière thermique qui ruine l'efficience de Carnot de ton moteur. Les dépôts sur les têtes des pistons créent des points chauds qui initient la combustion avant que ne saute l'étincelle, un phénomène qui détruit le rendement. Le changement de puce mentale, de conducteur à ingénieur d'efficience. Nous arrivons au sommet. Le truc numéro 1 n'est pas une pièce, ni un additif, ni une technique de conduite. C'est l'adoption de la philosophie Kaizen, amélioration continue. Au Japon, le conducteur le plus respecté n'est pas celui qui arrive le plus vite, sinon celui qui arrive avec le moindre gaspillage de ressources. Ce changement de mentalité implique voir le tableau de bord non comme un ensemble de lumières, sinon comme une console de données. Tu dois apprendre à lire ta voiture. Sens les vibrations, écoute le ton du moteur, observe comment l'aiguille de l'essence réagit à tes mouvements. Un ingénieur d'efficience ne conduit pas de forme agressive parce qu'il comprend que l'agression est inefficience. Il comprend que chaque fois qu'il accélère inutilement, il est en train de gaspiller l'effort de milliers de personnes qui ont travaillé pour produire ce combustible. Quand tu changes ta puce mentale, toutes les techniques antérieures deviennent automatiques. Tu cesses de te battre contre le trafic et tu commences à fluer avec lui. Ce changement d'attitude est ce qui réellement permet d'atteindre ce 50% d'économie. C'est le respect pour la machine, pour l'environnement et pour ton propre effort économique. C'est le chemin du guerrier de l'efficience. Le truc final est la maîtrise du komorebi appliquée à l'asphalte, voir la lumière entre les ombres du trafic. Un conducteur avec la puce mentale d'ingénieur d'efficience ne voit pas d'obstacles, il voit des flux d'énergie. Il se convertit en un expert dans la gestion de la charge du moteur, comprenant que chaque mouvement brusque est une défaite face à la physique. Cette philosophie te mène à planifier tes routes non par la distance la plus courte, sinon par celle qui conserve le plus d'impulsion. L'économie du 50% ne vient pas d'une pièce magique, sinon de la somme de 1000 décisions petites. Ne pas accélérer quand tu vois que celui de devant freine, profiter de la gravité dans les descentes pour charger l'inertie et comprendre que la vitesse est une ressource qui s'administre, non quelque chose qui se gaspille. Ceci est le secret des maîtres au Japon. La machine est une extension de ta volonté, et une volonté efficiente crée un véhicule éterne.